La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Au rythme des sirènes et des feux bleus, la profession d'ambulancier requiert des compétences techniques, médicales, psychosociales, mais aussi un certain sang-froid pour faire face aux divers aléas de la vie. C'est avec des étoiles dans les yeux que Laetitia Vercel, fraîchement diplômée, nous raconte son quotidien d'ambulancière et tout l'amour qu'elle porte à son métier. Je m'appelle Laetitia Vercel, j'ai 32 ans, je viens de la région du Gros-de-Vaud. Je travaille comme ambulancière diplômée dans un service d'ambulance en région lausannoise depuis 2017. Par contre, je suis jeune diplômée depuis environ 6 mois, mais j'ai la chance de travailler dans le monde des ambulances depuis 2016 environ. Alors j'ai commencé quand j'avais 15-16 ans par un CFC de gestionnaire de vente en parfumerie. Par la suite, j'ai fait un second CFC comme assistante en soins et santé communautaire. Je suis partie 6 mois vivre à Londres pour perfectionner mon anglais. Par la suite, j'ai enchaîné avec une maturité santé sociale. J'ai fait également une année d'HES en soins infirmiers où je ne me sentais pas vraiment à ma place. Et du coup, j'ai switché à l'école d'ambulancier pour trouver la place que j'ai aujourd'hui et qui me convient extrêmement bien. Du coup, moi, ce que j'adore de mon travail, ce qui m'a vraiment motivée, c'est l'inconnu des journées, c'est ce petit côté d'urgence. C'est également tout le côté médical, autant les actes médico-techniques, la théorie, l'anatomie, j'adore ça. Et vraiment surtout ce contact avec les personnes, que ce soit avec le patient, avec la famille et avec les différents corps de métier qu'on rencontre, que ce soit les infirmiers, les policiers, les pompiers, les médecins. Et on arrive donc dans le garage des ambulances. Voilà. On a 7 ambulances en tout. Une journée type ou une nuit type, on commence donc soit le matin, soit le soir. Déjà, on arrive toujours un petit peu en avance pour pouvoir se préparer, mettre notre habit de lumière, comme on dit. Le but principal, ça va être de checker notre ambulance de manière minutieuse, faire en sorte qu'on ait notre matériel qui soit fonctionnel. On a différentes tâches, qu'elles soient logistiques, organisationnelles, au niveau de l'infrastructure. Ça peut varier en fonction des journées. Et après, l'inconnu de la journée prend la magie et donc des fois il y a des journées où on n'aura pas forcément le temps de manger. Il y a des journées où on aura vraiment le temps peut-être même de trop manger. Donc c'est des journées où on va faire que des urgences, des journées où on va faire moins d'urgences. Donc c'est vraiment ce côté inconnu des journées. Donc il n'y a pas vraiment de journée type en fin de compte. On a toujours nos téléphones sur nous avec nos radios. Donc généralement on est alarmé par un message d'alarme, comme un SMS. On a le niveau de l'urgence parce qu'il y a plusieurs niveaux d'urgence. On a, si c'est de la maladie, du trauma, une réanimation par exemple. Et on a l'endroit, le lieu avec la rue. Ensuite, on va descendre à notre ambulance. Pour une urgence réellement vitale, on a à peu près 3 minutes maximum pour arriver à notre ambulance. Donc ça laisse quand même le temps de se préparer, de mettre nos chaussures, etc. On arrive donc à notre ambulance, on a une tablette, vraiment une tablette, avec beaucoup plus d'informations dessus sur ce qui arrive à notre patient. On a également, si on a par exemple la police qui est engagée, les pompiers, le SMUR par exemple, ou différents corps de métier, avec l'adresse, avec plus de précision. On va sur site, donc c'est vraiment très dépendant de l'intervention. On va pouvoir en discuter, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait. Si on prend en charge un patient pédiatrique, on fait en sorte de faire déjà 2-3 calculs médicamenteux en fonction du poids de l'enfant. Généralement, on essaye d'avoir le poids de l'enfant avant d'arriver sur site, parce que pour nous, c'est très important ce genre de choses. Si on a besoin de précision, on va peut-être rappeler le 144 pour essayer de mieux comprendre la situation. Des fois, c'est aussi le 144 qui nous rappelle. Écoute, arrive pas forcément tout de suite sur site, il y a un danger, t'attends police, etc. Et ensuite, l'intervention se passe et en fonction de ce qu'a notre patient, on va l'amener à un endroit ou à un autre. Ça peut être dans une permanence, ça peut être à l'hôpital, aux urgences. On va prendre en charge tout type de patients, de tout âge, dans n'importe quelle situation. Je vais pouvoir me retrouver en début de journée dans une ferme pour un accident de tracteur ou je sais pas, à vous d'imaginer. 3 heures plus tard, je peux être amenée à l'école pour un jeune qui fait une crise d'angoisse. Par la suite, je pourrais par exemple aller accoucher une femme à domicile
où là, je vais demander un maximum d'aide, parce que c'est quand même des situations qui ne sont pas forcément faciles à gérer et qui peuvent être rapidement critiques. Dans très peu de pourcentage de cas, heureusement. Et là, je vais demander des renforts. Je vais demander un renfort, un médecin qui va arriver en urgence. Je vais demander la Baby Rescue. La Baby Rescue, c'est une ambulance qu'on a la chance d'avoir dans notre service, qui va vraiment s'occuper de la néonatologie, vraiment des tout petits bébés. Donc la Baby Rescue va aller chercher une équipe spéciale au CHUV qui va venir à nous, donc c'est vraiment des experts, donc on a besoin d'experts dans ce genre de cas, pour pouvoir s'occuper du bébé dès qu'il va naître et pouvoir le transporter de manière sécuritaire au CHUV ou à Réna, enfin à voir où on est. Donc on a la chance d'avoir un brancard qui est électrique. Donc ça c'est un petit peu bête, mais c'est tout du confort de travail qu'on a. Puis ça s'ouvre juste simplement comme ça. Et puis ensuite on peut la refermer. Moi ce qui me motive c'est le patient. C'est une personne qui a besoin de nous à un moment de sa vie où c'est pas forcément la grande forme. Généralement quand on appelle l'ambulance, c'est pas forcément la grande forme. Et en fait, il faut se mettre à la place de cette personne que déjà, il est pas dans le moment de sa vie la plus agréable, qu'il a besoin d'aide et qu'il est obligé de faire confiance à un parfait inconnu. Il n'aimera peut-être pas forcément sa voix, il n'aimera peut-être pas forcément son visage, mais il est un petit peu obligé de lui faire confiance étant donné qu'il a besoin de lui. Il va probablement devoir lui confier des choses que peut-être même sa propre famille ne sait pas. Et moi, en tant qu'ambulancière, c'était super important pour moi de pouvoir tendre la main à ce patient, de lui mettre à disposition toutes mes connaissances, que ce soit mon savoir, mon savoir-être ou mon savoir-faire, et de faire en sorte qu'il me fasse confiance. Et je trouve que ça, c'est une des plus belles choses dans notre travail. Il faut quand même savoir que c'est un métier qui a quand même une certaine charge mentale, une certaine charge physique, qu'on va faire tout type de patients, de tout âge, dans différentes situations. On va peut-être forcément voir des choses qu'on n'a peut-être pas forcément envie de voir, ou que la plupart des personnes n'auront jamais vu de leur vie. On fait des horaires irréguliers, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les fériés, donc on peut être en décalage avec la société, avec nos familles, avec nos amis. Il faut savoir également que l'ambulancier a de hautes responsabilités, que l'erreur, elle est humaine et qu'elle peut avoir de lourdes conséquences. Maintenant, moi, tous ces désavantages qu'on pourrait voir, c'est des avantages pour moi, c'est ce que j'aime dans mon travail. Et ayant eu la chance dans ma vie professionnelle d'exercer plein de métiers, ça peut peut-être être sur le papier le métier le plus compliqué que j'ai fait, avec c'est difficile et tout, mais je crois que j'ai jamais été aussi bien dans un travail et où je me suis jamais autant sentie à ma place. On a différents types de médicaments, de l'oxygène également, de l'air. L'oxygène c'est un petit peu prescrit, on essaie d'éviter un maximum en fin de compte. Alors les relations avec mes collègues, on fait un métier particulier, on va pas se mentir. On passe des 12 heures ensemble, on vit des choses pas forcément faciles tout le temps, ou même des fois des choses incroyablement faciles et incroyablement rigolotes et génialissimes avec nos patients. Du coup, ça renforce les liens, je pense, d'une manière un petit peu différente. Alors du coup, en plus des journées, on fait des nuits. Donc on fait des nuits de 12 heures, on fait des journées de 12 heures également. Les nuits, on a un avantage assez chouette par rapport à beaucoup d'infirmières, par rapport à beaucoup de personnels soignants, c'est qu'on peut dormir. On a donc des lits, des chambres de garde qui sont relativement confortables. Et tant qu'on n'a pas d'intervention, on peut sans autre dormir. Donc il y a des nuits où on va pouvoir dormir des fois même toute la nuit, ça peut être possible. Et il y a des nuits, de nouveau, comme les journées, où on ne va pas fermer l'œil, où on va potentiellement aller une fois à Yverdon, une fois à Morges, une fois on peut aller même jusqu'à Sion. L'ambulancière diplômée a 40 heures de formation continue obligatoire par année. C'est une obligation pour pouvoir pratiquer cette profession. Généralement, on a une formation continue obligatoire, ce qui peut peut-être potentiellement évoluer, changer vu les années à venir. On a des formations internes organisées par l'entreprise. Et après, c'est un petit peu à nous d'être inventifs. Si on a un sujet qui nous intéresse, on pourrait peut-être on pourrait aller faire un stage en anesthésie, on pourrait retourner au 144, parce que des fois, c'est toujours intéressant de savoir comment travaillent nos collègues. Un stage en obstétrique, enfin, on est relativement libre de faire différents types de formations et on a vraiment un panel assez grand.
Et c'est pas mal ces formations continues parce que ça nous oblige d'être à jour, de se remettre à jour et puis d'être toujours, on va dire, frais au niveau des nouvelles façons de faire, des nouvelles pratiques, des nouvelles guidelines. Donc on va repartir avec ça. On appelle ça un scope ou un TSOL. On va pouvoir prendre la tension, prendre la fréquence cardiaque, faire un ECG, défibriller un patient. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va pouvoir prendre les TCO2 aussi. Par rapport aux qualités qu'il faut avoir, je pense qu'il faut un savoir de base. De toute façon, après évidemment, les écoles, les stages vont amener encore plus de savoir. Un petit savoir-faire quand même, être un petit peu habile de ses mains et autres. Mais de nouveau, tout ce qui est école, tout ce qui est stage vont également aider. Un excellent savoir-être. Ça, c'est un petit peu la base. C'est vraiment très, très important. Pour les personnes qui seraient peut-être réticents pour certains aspects du métier, la meilleure chose à faire, c'est d'effectuer des stages. Je sais que c'est pas forcément facile d'en obtenir en ambulance. Il faut être conscient de la vision réelle et actuelle de la profession. C'est pas comme à la télévision. Et vraiment se renseigner sur la profession, soit en ayant la chance de pouvoir effectuer un stage, soit en discutant avec des ambulanciers, des ambulancières, soit déjà simplement faire un stage en EMS. Je veux dire, c'est la plus grande partie de notre clientèle. On va utiliser ce terme clientèle, parce que ça se dit de plus en plus. Et ça donne déjà une vraiment réelle idée sur qu'est-ce qu'on supporte, qu'est-ce qu'on supporte pas. Nous, en tant qu'ambulancier, déjà, en premier lieu, on peut avoir la possibilité de grader à l'interne, c'est-à-dire de devenir responsable de certains dicastères, comme responsable des véhicules, de la qualité, de la formation interne ou même externe. Il y a déjà cette possibilité-là. Ensuite, il y a possibilité d'intervenir dans les écoles, soit en tant que professeur pour donner un cours, soit en tant qu'expert aux examens, soit en tant qu'on appelle ça des vacataires, nous, qui viennent nous faire des journées où on va faire de la pratique. Il y a également la possibilité de faire une formation, de devenir régulateur au 144. Il y a également possibilité d'aller dans les services de secours héliportés. Après, il y a des spécialités. On peut aller au GRIMP, c'est le groupe d'intervention en milieu périlleux. Donc, il y a vraiment différentes choses pour pouvoir se réinventer. Il faut savoir que l'ambulance, c'est un métier qui est relativement jeune, qui a évolué très très rapidement, de manière un petit peu incroyable, on va dire. Une des premières ambulances, vraiment entre guillemets, c'était en 1988 plus ou moins, en Suisse. On allait chercher les patients avec le garagiste du coin ou le jardinier de l'EMS. Il les, entre guillemets, vraiment, c'est peut-être très cliché, mais les lançait dans leur véhicule pour les amener au service hospitalier. Aujourd'hui, c'est 5400 heures de formation sur 3 ans. On sort avec une école supérieure. Du coup, voilà, c'est vraiment pour voir cette différence. Donc, du coup, c'est très, très compliqué de savoir dans 10 ans où on sera. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.